Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Maison Auréa. Aujourd'hui, je ne vais pas vous recommander de produits, je ne vais pas non plus vous parler de tendances, mais je vais vous expliquer comment fonctionne réellement un soin cosmétique d'un point de vue professionnel, comme on l'apprend en formation esthétique ou en formulation. Parce qu'entre ce que les marques promettent et ce que fait réellement le produit sur ta peau, il y a souvent un énorme décalage. Un soin cosmétique, ce n'est pas un actif miracle dans un joli flacon. C'est une formulation qui est complète, avec une structure, une stabilité et une fonction précise. Pour comprendre pourquoi deux soins qui promettent la même chose peuvent donner des résultats totalement différents, il faut comprendre ce qu'est réellement un produit cosmétique. Techniquement parlant, premièrement, la phase aqueuse. Elle représente souvent 60 à 80% du produit. Elle contient de l'eau ou des hydrolats, et c'est dans cette phase que l'on trouve la majorité des actifs hydrosolubles. Une phase aqueuse qui est mal formulée, c'est une peau qui peut être hydratée en surface, mais déséquilibrée en profondeur. On a souvent tendance à sous-estimer justement cette phase aqueuse, parce qu'on dit que c'est juste de l'eau. En réalité, c'est l'élément central d'un produit cosmétique. En cosmétique, par exemple, on n'utilise jamais l'eau du robinet. On utilise une eau purifiée, déminéralisée, parfois osmosée. Pourquoi? Parce que l'eau du robinet, elle contient des minéraux, des traces de métaux, parfois même du chlore. Et ces éléments, ils sont instables chimiquement. Et ces minéraux, ils vont pouvoir du coup dégrader certains actifs, perturber leur système conservateur et modifier la stabilité globale du produit. Donc une eau mal maîtrisée, c'est un soin qui peut perdre en efficacité bien avant sa date de péremption. La phase aqueuse, c'est aussi le support de transport de la majorité des actifs cosmétiques. La plupart des actifs, ils sont hydrosolubles, humectants, apaisants, certains anti-âge. La phase aqueuse, elle conditionne donc la disponibilité de l'actif, la diffusion sur la peau et sa pénétration progressive. Un actif très performant dans une mauvaise phase aqueuse devient peu efficace. À l'inverse, un actif simple, bien véhiculé, peut donner d'excellents résultats. En cosmétique, on ne juge jamais un actif seul, on juge comment il est véhiculé jusqu'à la peau. Et la pénétration d'un actif ne dépend pas uniquement de sa nature chimique, mais aussi de l'environnement dans lequel il est formulé. Par exemple, une phase aqueuse qui va être trop lourde, elle peut bloquer la diffusion. A contrario, une phase aqueuse trop légère peut provoquer une pénétration trop rapide et donc de l'irritation. On cherche donc une pénétration contrôlée, mais pas maximale. Donc non, l'eau n'est jamais un ingrédient neutre, c'est vraiment le socle de votre soin, le support des actifs et un facteur clé de tolérance cutanée. Et pourtant, c'est l'élément dont les marques parlent le moins. Mais attention, c'est pas tout, la phase grasse est aussi super importante. Elle est en fait indispensable à la protection de la barrière cutanée. Elle contient des huiles, des esters, des cires et des silicones parfois. Contrairement à ce qu'on entend souvent, ce n'est pas la phase grasse qui bouche la peau, c'est une phase grasse mal adaptée. Elle est souvent diabolisée alors qu'elle est pourtant fondamentale dans l'équilibre cutané. Puisque son rôle principal, ça va être de limiter la perte en eau de la peau. On appelle ça la perte en eau transépidermique. L'eau, en fait, elle s'évapore naturellement à travers l'épiderme. Une barrière lipidique intacte ralentit cette évaporation. Et une barrière fragilisée, elle va laisser cette eau s'évaporer. La phase grasse, elle va aussi jouer un rôle fondamental de protection mécanique et chimique. Protection mécanique, pourquoi? Avec la réduction des frottements, la souplesse de la couche cornée et une meilleure résistance aux agressions extérieures. Concernant la protection chimique, ça va limiter la pénétration d'agents irritants, mais ça protège également contre les variations climatiques et ça soutient tout simplement la fonction barrière. En esthétique, quand on parle d'une peau qui tiraille, on n'ajoute pas forcément des actifs. Parfois, réparer la barrière lipidique suffit amplement. La phase grasse, c'est donc pas l'ennemi de la peau, ni un simple confort sensoriel. C'est un pilier de la fonction barrière, de la tolérance et de l'efficacité globale du soin. On va quand même se pencher sur le mythe de l'actif star. Quand une marque met en avant sur un packaging un actif, ce n'est absolument pas un gage d'efficacité. C'est un argument commercial. Un actif, il peut être présent dans une formulation simplement pour des raisons marketing. Ça veut dire qu'il est là, mais pas à une dose réellement efficace. Vous avez derrière chaque produit une liste INSI. Cette liste, elle classe les ingrédients par ordre décroissant. En dessous de 1%, l'ordre il peut être libre. Beaucoup d'actifs sont donc ajoutés sous le seuil d'efficacité. Techniquement, la peau, elle voit l'actif, mais elle ne peut pas réellement en tirer bénéfice. Ce n'est pas parce qu'un actif est présent qu'il agit. Il faut qu'il soit présent en fait dans une plage d'efficacité cutanée. Deuxième point, certains actifs sont très sensibles à l'environnement. S'ils ne sont pas protégés, ils se dégradent avant même d'arriver sur la peau. Pourquoi un actif peut se dégrader? Avec contact avec de l'oxygène, une exposition à la lumière, un mauvais pH ou une interaction avec d'autres ingrédients. Un actif instable peut être très performant sur le papier, mais totalement inefficace en pratique. Et enfin, tous les actifs ne peuvent pas cohabiter ensemble. Certaines associations sont chimiquement incompatibles. Le problème, c'est que le marketing aime les listes longues d'actifs, même quand elles n'ont aucun sens formulatoire. En exemple concret, la vitamine C oxydée. C'est un excellent exemple d'actif survalorisé par le marketing, puisque c'est un actif qui est très sensible à l'oxygène, très sensible à la lumière, et qui doit être formulé avec un pH
acide. Si la vitamine C, elle n'est pas stabilisée, elle s'oxyde extrêmement rapidement. Mais une vitamine C oxydée, elle n'est pas seulement inefficace, elle peut potentiellement devenir irritante. Donc une vitamine C qui est mal formulée, eh bien c'est un soin qui jaunit et une peau qui ne bénéficie de rien. Pareil pour les rétinoïdes qui sont mal encapsulés. Les rétinoïdes, vous devez connaître tout ce qu'on appelle le rétinol. C'est des actifs qui sont extrêmement puissants mais aussi très fragiles. Sans encapsulation adaptée, eh bien le rétinoïde se dégrade extrêmement vite. Et il va pénétrer trop brutalement. Et du coup les conséquences, ça va être quoi? De la desquamation, des irritations et une inflammation chronique. Un bon rétinoïde, c'est un rétinoïde contrôlé, pas agressif. Et troisième point, les acides exfoliants. Eux aussi doivent être maîtrisés chimiquement. Si le pH est trop bas, eh bien l'acidité va être excessive. Si le pH est mal contrôlé, on peut créer également des irritations et un acide non tamponné, il va agir trop vite, trop fort et désorganiser toute la barrière cutanée. L'exfoliation, elle doit être progressive, pas violente. Sinon, on stimule, mais au détriment de la peau. En clair, un actif, il peut être excellent sur le papier et catastrophique dans une formule. L'efficacité d'un soin, elle ne dépend jamais d'un ingrédient isolé, mais de l'intelligence globale de la formulation. Et ça, c'est exactement ce que le marketing ne nous dit pas. Quand on parle de l'efficacité d'un soin, la première question qu'un professionnel se pose, c'est à quelle concentration est utilisé l'actif. Et pourtant, c'est l'information que vous ne verrez presque jamais, parce qu'en cosmétique, les marques n'ont aucune obligation d'indiquer la concentration d'un actif. La réglementation, elle impose l'INSI, donc les listes par ordre décroissant, mais pas de pourcentage, sauf exception rare marketing volontaire. Résultat, deux produits qui mettent en avant le même actif peuvent avoir des effets totalement différents, sans que le consommateur puisse le savoir. L'absence de pourcentage, elle va empêcher toute comparaison réelle entre les produits. Le marketing nous a également habitués à penser que plus un soin est concentré, plus il est performant. C'est faux, biologiquement, puisque la peau, elle va fonctionner par adaptation. Trop de stimulation, ça crée un dérèglement et un effet rebond fréquent. Une peau agressée va souvent produire plus de sébum, plus de kératine, plus de réactions. Le but de la cosmétique, c'est de travailler avec la peau, pas contre elle. Donc la concentration, c'est pas un concours de puissance, c'est un paramètre de précision. Et c'est exactement pour ça que les professionnels raisonnent en stratégie, en progression et en respect de la peau. Et enfin, certains mots reviennent constamment sur les emballages, dans les publicités. Naturel, clean, dermato-testé. Ils rassurent énormément, mais d'un point de vue scientifique, ils veulent très peu dire. Le premier point à comprendre, c'est que ces termes ne reposent pas sur une définition scientifique universelle. On n'a pas de norme internationale unique. L'interprétation, elle est variable selon les marques. Et le cadre, il est marketing, pas médical. Deux produits clean peuvent avoir des compositions complètement différentes et pourtant porter le même discours. Un terme qui est non normé n'est pas un critère d'efficacité ou de tolérance. Pareil pour le mot naturel. On associe souvent le mot naturel à quelque chose de doux et de sûr pour la peau. En réalité, ça non plus, c'est pas une règle biologique. Une molécule, elle est ni bonne ni mauvaise parce qu'elle est naturelle. Elle est bonne ou mauvaise selon comment la peau y réagit. Beaucoup de peaux sensibles réagissent davantage aux produits dits naturels qu'aux formules conventionnelles bien maîtrisées. Parce que le naturel, c'est une source majeure d'allergies cutanées. Les huiles essentielles, les composés aromatiques, les allergènes réglementés dans les listes INSI. Ces substances, elles sont naturelles, mais elles peuvent provoquer des eczémas de contact, une sensibilisation et des réactions retardées. Ce n'est pas parce qu'un ingrédient est naturel qu'il est neutre pour la peau. Le terme dermatotesté, il est très rassurant, mais il est souvent mal interprété. Ça veut simplement dire qu'il a été testé sous contrôle dermatologique. Pas forcément sur peau sensible, pas de garantie d'absence de réaction non plus. Un produit dermatotesté peut très bien provoquer des réactions chez certaines personnes. Testé, ça veut pas dire universellement toléré. Et ces mots, eh bien, ils fonctionnent bien. Pourquoi? Parce qu'ils simplifient une réalité complexe. On a une réassurance émotionnelle pour la peur des ingrédients chimiques et le manque de pédagogie scientifique. Mais la peau, elle comprend pas le marketing. Elle réagit à des molécules, des concentrations et à des formulations. Elle va pas réagir à des slogans. Elle réagit à ce qu'on lui applique vraiment. C'est pour ça que d'un point de vue professionnel, on analyse une formule et pas une promesse. Le problème de tout ça, c'est donc pas que les marques mentent. Le problème, c'est qu'elles simplifient à l'extrême des mécanismes qui sont en réalité complexes. La peau, c'est pas un support marketing. C'est un organe vivant, avec une physiologie, un seuil de tolérance et une mémoire. Comprendre un soin, ce n'est pas savoir reconnaître un ingrédient à la mode. C'est comprendre comment une formule interagit avec la peau, à court, moyen et long terme. Et c'est exactement ça que je veux vous transmettre ici. Pas des promesses, pas des tendances, mais une vision professionnelle, technique et honnête de la beauté, telle que moi je la pratique chez Maison Auréa. Si vous souhaitez qu'on aille plus loin, que je vous apprenne à analyser un produit cosmétique, comme le ferait une esthéticienne, une professionnelle, une formatrice, dites-moi simplement en commentaire quels soins vous aimeriez que je décortique. Et si ce type de contenu vous apporte une vraie compréhension de votre peau, vous pouvez également vous abonner et liker cette vidéo. Ici, on cherche pas des résultats rapides, on cherche des résultats justes. Je vous attends donc au 403 rue Maréchal Juin à Pont-Saint-Esprit chez Maison Auréa pour vous chouchouter et prendre soin de votre peau. À très vite dans une prochaine vidéo. Bisous.